À l'origine, pourquoi j'ai réfléchi sur la règle de Samenois appliquée au monde de l'entreprise, c'est que lorsque j'étais célérier, je devais diriger une petite entreprise du monastère. Donc j'ai participé à la fermeture d'une entreprise, à la création d'une entreprise, à l'acquisition d'une autre, à la cession de celle-là jusqu'à la création de celle qui fait de la bière aujourd'hui. Et je cherchais des outils de management pour gouverner ces entreprises qui avaient une trentaine de salariés. Donc j'avais 3 catégories de personnes, des femmes, des hommes et des moines. Ce que vous n'avez pas. C'est très compliqué. Et donc j'ai été dans l'école de commerce qui est à côté du monastère pour trouver des guides de management. Donc j'ai trouvé des documents anglo-saxons essentiellement, et j'ai trouvé ça relativement compliqué. Et donc en revenant au monastère, j'étais un peu dépité. D'un seul coup, je me suis dit, mais il y a une règle de vie pour les moines. Elle doit être non pas transposable, mais elle doit recéler des éléments de l'art de vivre ensemble dans une communauté humaine. Et cette règle, elle a traversé les siècles, puisqu'elle a été écrite au VIe siècle, et qu'elle est aujourd'hui toujours vivante dans les monastères bénédictins. Non seulement elle a traversé les siècles, mais elle a traversé l'espace, puisque les monastères aujourd'hui sont sur les 5 continents. Et donc elle doit recéler des fondamentaux en dehors du monde monastique, purement monastique, qui doivent être des guides de management. Et c'est ça qu'on a mis en œuvre et qu'on a écrit pour notre entreprise, qui a été certifiée en ISO 9000 en 1994 et qui a été prix français de la qualité en l'an 2000. Donc on ne fait rien d'extraordinaire, mais la seule chose, c'est que les auditeurs en avaient marre de voir les schémas habituels. Ils ont vu un schéma bénédictin original. Donc c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, non pas dans le détail, mais en vous donnant un certain nombre d'éléments tirés de cette règle qui peuvent servir pour le management d'une entreprise. Le monde monastique et bénédictin est un monde très ouvert et humaniste. C'est-à-dire qu'on a peu d'éléments très cadrés. On fait attention essentiellement à la personne, je leur dirai tout à l'heure, mais sans mettre en péril le bien commun. Mais ce qui nous intéresse, c'est la personne, chaque personne. Donc il n'y a pas de grand principe. Un seul grand principe existe. Il n'est pas appelé comme tel dans la règle parce qu'on est au VIe siècle, mais c'est le principe de subsidiarité. C'est le seul grand principe qu'on va trouver dans cette règle et qui doit sans cesse nous habiter. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises qui se disent entreprises libérées, même si le terme n'est pas très juste, mais enfin. Et on s'aperçoit que dans la règle de Samenois, on a tous ces éléments-là. Et l'un des principes, celui de la subsidiarité, est justement l'un de ces principes qui doit nous aider à avoir des liens directs. Donc, qu'est-ce que c'est que ce principe de subsidiarité ? C'est permettre à toute personne de faire tout ce qu'elle est en capacité de faire. Donc, lorsque vous embauchez quelqu'un, bien sûr, vous allez chercher un profil, mais si vous êtes simplement à ce recherche de profil, un entretien rapide et l'embauche, vous loupez quelque chose. Il est important de comprendre toutes les capacités de la personne. Pour ça, je dirais tout à l'heure, il faut aimer les personnes et permettre de déceler en même temps ce qu'elles elles-mêmes n'auraient pas forcément discerné, des dons qu'elles ont en elles et qu'elles peuvent mettre en œuvre. Ce principe de subsidiarité, il a des exigences très fortes. C'est que si on veut qu'une personne puisse agir et mettre tout en œuvre, elle doit aussi pouvoir compter sur nous. C'est ce que j'appelle le principe subsidiaire. Au principe de compétence doit avoir le principe de secours. C'est-à-dire que tout degré hiérarchique supérieur doit faire son propre travail pour que la personne puisse elle-même œuvrer pleinement. Et exercer la suppléance lorsqu'il y a une défaillance. Donc on voit bien que, bien sûr, on va faire une définition de fonction, on va avoir des délégations formellement écrites, mais le profil, c'est de regarder les personnes et de tirer d'elles ce qu'il y a de meilleur. Une fois que ce principe énoncé est assez connu et bien assimilé,
Dans la règle, on va avoir quelque chose d'assez commun que vous avez dans toute communauté humaine, c'est qu'on a une communauté, une règle et un abbé. Donc une communauté humaine, une règle de fonctionnement dans vos entreprises et un chef, un président, un directeur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La communauté, on l'a forcément. La règle, on ne l'a pas toujours. Et la règle, ce n'est pas uniquement le droit du travail. La règle, c'est, dans les startups, je demande toujours, qui est définie entre 5 et 10 points, qui sera la règle informelle de l'entreprise, sur laquelle tout le monde est d'accord, tout le monde se l'approprie, tout le monde la connaît, et qui permet au moment où on a un problème surgit, où des choix sont à faire, on les regarde au prisme de ces principes qu'on a énoncés initialement, de cette règle que l'on s'est donnée. Vous vous souvenez peut-être, c'est un livre qui est encore réédité assez récemment. Au XIXe siècle, il y avait un navigateur français qui faisait la navette entre l'Angleterre et l'Australie et qui a échoué dans les îles des Auckland. On est à la fin du XIXe siècle et il écrit ses aventures où il est resté 18 mois sur les Auckland. Les Auckland, c'est au sud de la Nouvelle-Zélande. Une île complètement paumée, personne, que des phoques et du vent. Donc pendant 18 mois, ils ont mangé du phoque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils étaient 6, de 6 nationalités différentes, échoués. Donc la première chose qu'ils ont vue, ils ont vu des cadavres, des ossements. Donc ils se sont dit, les copains qui ont échoué avant, pas bon. Ils n'avaient aucun navire qui passait à proximité d'eux. Et ils se sont dit, pour survivre, on est une communauté humaine, il faut qu'on écrive une règle. Donc ils ont écrit sur la première page de leur Bible les 10 principes qui allaient être leur règle de vie tant qu'ils ne seraient pas sauvés. Donc c'est intéressant de se dire que des gens qui sont démunis de tout, qui sont au risque de leur vie, le premier élément qu'ils se disent à mettre en œuvre, c'est d'écrire une règle et d'élire un chef. Et ils ont mis aussi la précaution de se dire qu'il y a un des articles qui dit que si le chef se prend la tête, on peut le démissionner. C'est intéressant. Donc on voit dans une situation extrême, qui n'est pas celle de nos entreprises, ni de nos communautés, eh bien il y a nécessité de ces 3 éléments. Une communauté, une règle, un abbé. Pourquoi une règle? Parce que la règle, elle permet d'assurer la communauté, la communion. Communauté, c'est la racine grecque, koinonia, union avec, l'union des membres entre eux. Et l'abbé, dont on reparlera tout à l'heure, le chef, qui doit incarner cette règle. Et c'est bien ce que ces naufragés souhaitaient, c'est que le chef qu'ils allaient choisir incarne cette règle et gouverne la communauté. Donc l'aventure se termine bien, puisqu'au bout de 18 mois, ils ont réussi à construire un rafio pour rejoindre le sud de la Nouvelle-Zélande. Et quand ils sont revenus en Europe, le Français a écrit ses mémoires, qui sont encore réédités, que vous trouvez sur Price Minister à bon prix. Qu'est-ce qu'une communauté? Pour Saint-Benoît, la communauté, c'est une communauté de personnes, et non pas une communauté d'individus, une communauté de personnes, dont on va essayer d'assurer le bien sans mettre en péril le bien commun. Donc on va toujours se rappeler la finalité personnelle, la finalité institutionnelle, le bien de la personne et comment agir pour le bien commun. Donc cette communauté doit être une école de réalisme avec des objectifs clairement édités, une stratégie qui est appropriée et une co-responsabilité qui passe par les personnes. On rejoint là l'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que dans un monastère, la couche hiérarchique est très minime. On passe de l'abbé au moine directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Après, il y a des officiers du monastère, mais qui n'ont que des aspects de fonctionnalité, pas des aspects d'autorité et de décision par rapport aux autres frères.
Donc un rapport direct parce que, justement, c'est la personne qui est centrale. Et comme la personne est centrale, on n'a pas peur de se montrer vulnérable, puisque dès qu'on va avoir affaire à des personnes, on doit se montrer tel que l'on est pour que la personne se reconnaisse elle-même telle qu'elle est et qu'elle voit en son chef à la fois les forces et les faiblesses, mais que tout ça forme un corps. Donc ce lieu de vulnérabilité, c'est un lieu où la personne va s'ouvrir ou se fermer à l'autre. Et dès lors, surtout dans un monastère qui est un milieu fermé, c'est la meilleure garantie, s'il y a une vraie communion de personnes, d'avoir une ouverture au monde. Parce que grosso modo, lorsqu'une communauté de personnes vit pleinement cette vie communautaire, elle a une appréhension de toute communauté humaine autre que la sienne. Et donc elle n'a pas peur de l'autre communauté. Cette communauté, elle doit être régie par une règle. Cette règle, donc Saint Benoît a écrit sa règle au VIe siècle, dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement violent. Le VIe siècle, c'est la toute fin de l'Empire romain. Les invasions visigothiques, les Ostrogoths, les Visigoths et tout autre Goth, et le sac de Rome. Donc on a une période extrêmement violente. Et Saint Benoît édifie sa communauté à ce moment-là. Cette règle, elle doit être incarnée par l'abbé. Ce qui veut dire que dans toutes nos structures humaines, la règle n'a aucune valeur si celui qui en est responsable n'est pas porteur de la règle. C'est-à-dire on doit pouvoir lire la règle édictée en regardant celui qui nous manage. Et donc il doit y avoir une unicité entre la parole et l'agir. L'abbé, comme tout chef, doit être l'homme, on dit en latin, de la discretio, c'est-à-dire du discernement, de la modération. Saint Benoît est toujours dans la modération. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la décision, mais il est dans la modération. Ça veut dire qu'il a mûri. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne prend pas, qu'il laisse pourrir les choses. Mais il a pris le temps de discerner en prenant conseil pour son management. L'abbé doit être ainsi un homme de terrain. C'est-à-dire qu'il doit aller dans tous les ateliers du monastère. Là où on travaille, à la bibliothèque, à l'infirmerie, à la lingerie, à la buanderie, enfin partout, il doit être présent, non pas omniprésent, mais présent pour que chaque frère sente qu'il est important à ses yeux. J'ai le souvenir qu'on avait fait de l'archivage, au moment où on avait l'entreprise de numérisation de documents, on avait fait l'archivage de l'entreprise Saint-Gobain de Chalon-sur-Saône. Et j'étais allé avec un ancien patron de cette entreprise, qui n'était pas venu dans cette entreprise depuis 10 ans, puisque lui, il était parti au Brésil, fonder l'entreprise Saint-Gobain. Et quand j'étais avec lui, je passais dans l'usine, parce qu'il me faisait visiter l'usine, une verrerie, des bouteilles en verre. Et pas mal d'anciens ouvriers le reconnaissaient et lui disaient bonjour. Au moment où il était, c'était 1500 personnes. Je lui dis, mais comment, 10 ans après, ils vous reconnaissent encore? Et il me disait, mais tous les matins, au pas de charge, je traversais l'usine avant d'aller dans mon bureau et je saluais au moins 2 personnes. Mais saluer, ce n'est pas simplement serrer la main. C'est demander comment ça va, quels sont les problèmes, est-ce qu'on a apporté les améliorations qu'il fallait pour le confort de son travail, quels sont ses questionnements. Ce qui veut dire que la présence, un homme de terrain, c'est un homme qui est présent auprès de ceux avec qui il travaille. Donc on ne se réfugie jamais dans son bureau. C'est un homme de l'écoute. Et ça, je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur ce terme-là. Savoir écouter. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle à quelqu'un, si on a son iPhone en même temps, au smartphone, pour ne pas faire de la publicité, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit être tout à la personne. Tout manager doit être l'homme de la compassion. Pâtir avec. Passion.
compassion, pâtir avec. Ça ne veut pas dire qu'on fait du pathos, ça veut dire qu'à force de regarder les personnes, on comprend d'un seul regard si ça va ou si ça ne va pas bien. Et quand elles traversent des périodes difficiles, sans faire d'intrusion, eh bien on peut avoir des signes très simples de reconnaissance qu'on a compris qu'elle avait besoin d'une aide. Pâtir avec. C'est l'homme de la maïotique, celui qui va accoucher la personne à elle-même. Là encore, ça veut dire qu'il y a une bonne connaissance des personnes. D'où le fait que Saint Benoît dit qu'on fera dans son monastère des décanies, c'est-à-dire des petites unités de 10 personnes. Ce qui veut dire que dans des groupes industriels ou dans d'autres groupes, dès qu'on arrive à des masses, on ne peut plus avoir ce même contact. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut avoir l'intelligence de découper, de faire des décanies. Alors c'est peut-être plus de 10 personnes, mais on s'aperçoit que dès qu'on dépasse la décanie, on a une moins bonne connaissance des personnes. Et on a moins de temps à leur donner. Et le manager, sa première mission, c'est de donner son temps. Je me souviens que dans cette entreprise, j'avais un administratif, un jeune qui faisait toute la partie administrative de l'entreprise. Et quand je suis arrivé, je voyais qu'il était toujours triste. Il faisait toujours la gueule. Donc j'ai fait un raccourci assez bref en disant c'est administratif, c'est pas marrant, donc il fait la gueule, donc c'est normal, puis je suis passé à autre chose. Et dans un entretien individuel, je lui ai dit mais pourquoi vous faites toujours la gueule? Et on prend des gants pour aller vous parler, enfin c'est vraiment pénible. Il me dit mais j'ai horreur de ce que je fais. Je voulais être aide-soignant en gériatrie. Donc il y avait un monde, mais pour ses parents, qui étaient tout petits agriculteurs dans le pays de Caux, faire un BTS administratif secrétariat, c'était une promotion sociale incroyable. Et donc il avait suivi ce qu'avaient demandé ses parents, mais il s'ennuyait. Donc on a fait un fonds GESIF pour qu'il fasse un stage en gériatrie. Et on l'a mis à l'hôpital de Sotteville, qui est un hôpital pour les personnes aliénées mentales, service de gériatrie. Donc c'était la totale, quoi. Et là, il est revenu, mais tout souriant. Ce qui veut dire que si on n'avait pas regardé, si on n'avait pas écouté, si on n'avait pas suivi, si on ne s'était pas posé des questions sur cette personne, on n'aurait jamais réussi à tirer le meilleur de lui-même. L'homme de la maïotique. C'est l'homme de la confrontation aussi. La confrontation, on reverra ça tout à l'heure, il ne faut jamais avoir peur de la confrontation, qui est toujours une source d'amélioration. La seule chose, c'est un conflit qui pourrit, à ce moment-là, devient un conflit complexe à résoudre. Mais je donne une conférence sur les conflits dans la règle. Les conflits au monastère sont tout le temps. Il ne faut pas exagérer non plus, ce n'est pas des guerres de tranchées, mais c'est normal, c'est une communauté humaine. Donc il y a toujours des conflits. On a le plus ancien, il a 90 ans, le plus jeune, il a 27 ans. On a tous les milieux sociaux présents et on vit tous ensemble. Donc ça veut dire qu'à un moment, il peut y avoir des tensions, même sur des détails. Et quand vous regardez en famille, vous voyez tout de suite les petits défauts qui peuvent énerver. Bon. Donc le conflit peut naître de quelque chose d'infiniment petit et prendre des dimensions importantes. La seule chose, c'est que le conflit ne doit jamais ne pas être traité. Un monastère qui ne traite pas ses conflits, c'est un monastère qui va à sa mort. Mais le conflit devient une source d'amélioration. Et on reverra ça tout à l'heure, quand il est traité, évidemment. Le manager, il doit aimer les personnes. Il y a un très beau livre de l'ancien patron d'Essilor qui traite de ces questions-là. Aimer les personnes. Faire confiance a priori. Ce n'est pas de la naïveté, faire confiance a priori. J'avais été un peu rebellé par un jeune que j'avais accompagné pour le poste de directeur dans le Crédit Agricole. Ils ont tout un cursus. Et il était parti assurance du Crédit Agricole. Donc il m'explique un peu son métier. Il me dit, mais au Crédit Agricole, on dit,
on fait confiance à nos clients a priori. Alors, je lui ai demandé de développer ça. Et il me dit, mais en fait, on a fait le constat que lorsqu'il y avait un sinistre dans une exploitation, avant, on envoyait une palanquée d'experts pour faire la comptabilité de tout ce qui se passait. Grosso modo, ça nous coûtait très cher. Donc on a arrêté ça, on a dit on fait confiance a priori parce que de toute manière, le nombre d'adhérents qui va nous gruger représente infiniment moins que le coût des experts qu'on mandatait. Alors je dis, ça c'est vraiment intéressant, faire confiance à son client a priori. Mais pourquoi vous ne faites pas ça en interne? Pourquoi je ne fais pas confiance en l'écrivant? Je fais confiance à mon collègue a priori. C'est plus facile de le faire à l'extérieur que de le faire à l'intérieur. Donc, faire confiance a priori. Saint-Benoît, dans sa mentalité, c'est être pour, ne jamais être contre. Alors, on est pour la vie. Ce matin, Étienne Klein parlait de l'avortement. Bon. Mais moi, je ne suis pas contre l'avortement. Mais je suis pour la vie. Donc si je suis pour la vie, je suis contre l'avortement. Mais je ne commence pas par dire contre, je ne commence pas par dire non, je commence par dire oui et je commence par dire pour. Ce qui change complètement les perspectives. C'est-à-dire que mon raisonnement, il est un raisonnement positif. Je suis pour, jamais contre. Une communauté, une règle, un abbé. Donc il faut peut-être faire un petit excursus qui peut illustrer ça. C'est la gouvernance dans les monastères. Comment est gouverné un monastère? Alors on a des organes de gouvernement, l'abbé, le conseil, le chapitre. Je vais détailler. Quelques officiers, on appelle les officiers du monastère, c'est le prieur, le cellérier, le directeur financier, et un maître mot fait toute chose avec conseil. Donc le rôle des anciens, la place des plus jeunes et la figure des émérites, des abbés qui ont démissionné. Alors c'est assez intéressant, l'abbé, il est élu à vie, Donc notre abbé, le dernier en date, il a été élu il y a 7 ans et il a 45 ans. Donc il en a encore pour des années. Mais c'est une notion de service. Tout à l'heure, je parlais de notion de service. Donc il n'est pas là pour du pouvoir, il est là pour du service. Donc lorsqu'il sentira qu'il n'est plus en capacité de servir, il a donné tout ce qu'il pensait pouvoir donner, à ce moment-là, il démissionne. Mais dans la sagesse de la vie monastique, on sait que nous sommes aussi des hommes, donc on a quelques outils pour l'aider à démissionner lorsqu'il l'oublie. C'est la sagesse, ça. Mais la stabilité d'une élection à vie fait qu'on a une stabilité de gouvernement. Tout à l'heure, je leur dirais, nos projets, on réfléchit sur, pour recroiser ce qu'on disait ce matin, en ce moment, on est en train de réfléchir quelle sera la figure de monastère en 2025 et en 2050. D'où le fait de réfléchir sur une fondation qu'on devrait faire. Mais on a le temps. On a le temps pour nous. Le drame de notre société, c'est qu'on a réduit ce temps pour pouvoir mener des vrais projets. Un abbé élu à vie, ça peut être un dictateur. Mais Saint-Benoît est très sage. Donc il dit, il aura un conseil. Ce conseil, il est élu. Et là, je vous parle de choses qui datent avant même Saint-Benoît. On est au IVe siècle, au désert de Cété, en Égypte. Donc l'abbé, il a un conseil élu par les frères pour 3 ans. Il a un ensemble de décisions qu'il ne peut pas prendre sans soit l'avis consultatif, soit l'avis délibératif de son conseil. Et puis après, on a le chapitre. Le chapitre, c'est l'ensemble des frères qui se sont engagés définitivement, sachant qu'on ne peut pas s'engager définitivement avant 6 ans de présence au monastère, minimum.
Et donc le chapitre va avoir ce rôle aussi de décision. Par exemple, la décision de vendre l'entreprise et de créer une brasserie, c'était le lieu d'une discussion. On y reviendra tout à l'heure sur la manière de prendre des décisions, qui a été votée. Discutée, votée. Votée par boule blanche et boule noire. Même en Normandie, on ne peut pas voter gris. C'est oui ou non. Au IVe siècle, ils votaient avec des haricots au désert. Des haricots blancs et des haricots noirs. Donc, d'où le fait de voter par boule blanche, d'où les expressions qu'on voit dans le langage même anglicisé, être blackboulé, c'est avoir plus de boules noires que de boules blanches. Donc en fait, on a un mode de gouvernance qui est synodal. On a quelque chose d'ancré dans la durée, c'est l'abbé à vie, mais quelque chose qui est une sorte de contre-pouvoir qui ne lui permet pas de faire n'importe quoi, mais qui nous permet de construire des projets à long terme. Toujours l'entreprise, là c'était Lafarge. Lafarge voulait céder une usine en Australie. Et au moment de céder cette entreprise, ils se sont aperçus que les plans initiaux de l'entreprise, ils les avaient bien, mais les modifications qui avaient été faites après les plans initiaux, ils n'avaient plus. Donc c'était embêtant parce qu'ils ne savaient plus où passer telle canalisation, telle... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher les anciens, ceux qui étaient à la retraite déjà depuis un certain temps et qui avaient été dans cette usine. Le rôle des anciens. Je pense que pour nous, l'ancien, on fait une différence chez nous entre l'ancien et le vieux. Le vieux, c'est celui qui a loupé sa vie, grosso modo, qui est amer et qui gémit. L'ancien, c'est celui qui a réussi sa vie et qui est une sagesse incarnée, même si ses forces diminuent. Donc soyons un peuple d'anciens et pas un peuple de vieux. Mais l'ancien, donc dans une structure humaine, l'ancien a justement cette sagesse et cette mémoire. Et je pense que nos structures, très souvent, oublient ce plan de l'ancien. Et Samenois dit, les plus jeunes, on interrogera toujours les plus jeunes, parce qu'en fait, les plus jeunes peuvent donner un avis qui sort complètement du cadre, un truc qui vient de nulle part. Parce qu'ils ils entrent, ils n'ont pas d'idées préconçues, ils n'ont pas encore été formés complètement, et donc ils peuvent se permettre d'apporter toutes sortes d'idées nouvelles. Et dans cette gouvernance, on a des outils de contrôle. Donc, peu de degrés hiérarchiques, souci de la personne, pouvoir à long terme, contre-pouvoir et contrôle. Parce que plus on a de liberté d'agir, plus on est demandeur de contrôle. Et ce n'est pas l'inverse. Qu'est-ce qu'on a comme contrôle? Donc un monastère appartient à une structure plus importante qui s'appelle une congrégation. Donc nous, on est congrégation de Solesmes, avec 28 monastères dans le monde. Tous ces monastères sont contrôlés tous les 4 ans, sur leur compte, visite économique, c'est commissaire aux comptes, et visite canonique, c'est la vérification de l'adéquation entre la règle et la vie. Sur ces 2 visites, on a un rapport écrit et un rapport oral, et dans les 6 mois, l'abbé doit répondre au président de congrégation des outils d'amélioration qu'il met en œuvre. Et ça, c'est pas nouveau, ça date du Xe siècle avec Cluny. Ces outils de contrôle, ils ne sont pas là pour fliquer, ils sont là pour améliorer et échanger les bonnes pratiques. Mais plus on a de liberté, plus on est demandeur d'un contrôle. Parce que dès qu'on est dans une structure plus libérée, on est de fait déjà son autocontrôleur. Et donc on demande une aide. Ce
ce caractère, il va au plan de la congrégation, mais après, il va au plan international. Donc, 25 000 moines bénédictins à peu près dans le monde. Et depuis le Moyen-Âge, les abbés de tous les monastères, alors au début, le monde, c'était l'Europe, puis après, ça s'est élargi, tous les monastères se retrouvent régulièrement. C'est-à-dire, comment on vit, comment on traite tel ou tel problème dans les monastères à travers le monde, à travers des cultures différentes. Par exemple, dans un des derniers chapitres, dans une des dernières réunions de confédération, a été traité l'usage d'Internet dans les monastères. C'est-à-dire, quelles pratiques, quelles expériences, quels déboires, comment le faire, à quel coût, avec quel modèle, etc. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui touche aussi toutes les familles. Mais cet échange international permet d'appréhender des points de la règle sous des cultures très différentes. Les monastères en Corée, aux États-Unis, au Chili, au Sénégal ou en France n'ont pas la même culture et pourtant vivent de la même règle. Et cet échange, en fait, est en même temps une ouverture sur d'autres cultures. Donc une école à la fois de tolérance, d'accueil, qui fait tomber les peurs, parce que la première fois que j'ai été dans un monastère en Afrique, j'avais quand même vraiment des a priori. Bon, je ne suis pas plus raciste qu'un autre, mais j'avais des a priori en disant voilà, la comptabilité elle est tenue n'importe comment, enfin rien ne va, ils dépensent l'argent n'importe comment, ils attendent qu'on les aide, ils ne se prennent pas en main. Et en fait, l'aspect n'est pas si simple que ça et la culture est différente. On s'est aperçu qu'il y avait, malgré des pays très en avance, malgré des moines très généreux, des problèmes d'ethnie qui étaient encore présents et qu'il fallait respecter, des faits de culture qu'on ne pouvait pas ignorer et qui avaient peut-être quelque chose à nous dire. Voilà. Donc la gouvernance des monastères a quelque chose d'important. Dans cette gouvernance, on a aussi une masse documentaire très intéressante. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une règle à mettre aussi peut-être par des points d'action dans vos entreprises ou dans vos structures, reçues par tous, acceptées par tous. Cette règle, nous, on lit la règle tous les jours au monastère. Tous les jours, on lit un chapitre de la règle. Ça veut dire qu'on relit la règle 3 fois par an. C'est-à-dire que nul n'ignore la règle. Donc quand il y a un conflit, quand il y a une tension, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la règle. Donc ce n'est pas l'écart qui se fait, il se fait par rapport à la règle, puisqu'on s'est engagé, quand on est rentré, à militer sous une règle et un abbé. L'abbé incarnant la règle. Donc lorsqu'un conflit génère, on a besoin de pouvoir se référer, se raccrocher à quelque chose. Donc aujourd'hui, le droit du travail, on oublie, parce que c'est une masse, de toute manière, c'est ingérable. Mais si vous avez des principes que vous avez énoncés, qui sont affichés, qui sont connus, qui ont été discutés, qui peuvent être même réformés, et que ces principes, tout entrant, les accepte, les comprend, les assimile, se les approprie, ça veut dire que dès qu'il y a une tension, on peut revenir à cette règle informelle, interne, pour dire, mais on était d'accord sur ça. Et quand on fait des choix, surtout dans les startups, quand on fait des choix, est-ce qu'il y a adéquation entre ce choix et ce que l'on a énoncé? Donc je leur demande aussi toujours de dire quelle est la finalité de l'entreprise en une ligne. C'est l'argument en fait. Donc j'accompagne une entreprise qui s'appelle Nutriset, qui est le leader mondial de l'alimentation pour les enfants en malnutrition. Donc c'est une entreprise qui fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avec l'École des mines de Paris, on a créé et testé avec eux une nouvelle forme de société qui s'appelle la société anonyme à objet social étendu. C'est qu'on rentre dans les statuts familiaux, une entreprise familiale, on rentre dans les statuts un certain nombre de principes éthiques qu'on vérifie par un comité qui s'appelle OSE, objet social étendu, qui n'est ni partie prenante, ni actionnaire, ni membre de la famille, ni intégré dans l'entreprise, et qui contrôle que ces principes sont bien vérifiés dans l'entreprise au quotidien. Mais cette entreprise, elle s'est souciée de l'alimentation des enfants.
Mais à un moment donné, ils se sont aperçus que peut-être que les personnes âgées mériteraient leur attention dans la restauration lorsqu'il y a besoin d'une aide particulière en nutrition. Donc on leur dit, mais c'est plus les enfants, ça. Donc à ce moment-là, il faut s'arrêter, réfléchir, redéfinir la finalité de l'entreprise et que tout le monde se l'approprie. Donc cette règle, elle est importante. Cette masse documentaire, elle est importante. Donc, nous, on a une masse documentaire, la règle de Saint-Benoît, avec des constitutions qui sont l'adaptation de la règle pour une forme de congrégation, par rapport à la nôtre, Solem. Après, on a des déclarations. Chaque niveau peut se redéfinir. La règle de Saint-Benoît, elle est immuable. Les constitutions, quand on veut les changer, il faut faire le chapitre général et avoir l'accord du Saint-Siège. Les normes, les déclarations, il faut l'accord du chapitre général, et les normes, elles sont internes. Mais on voit bien l'importance de cette masse documentaire qui tient dans un petit livre, tout petit livre. C'est le référent. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que tout ce qu'il y a eu comme tension dans le monastère, toujours ce texte a été celui auquel on s'est référé. Au plan international, on a mis aussi ce qu'on appelle l'AIM, l'aide intermonastère. C'est-à-dire que se réunissant, on s'aperçoit qu'il y a des monastères, par exemple en ce moment on aide des monastères en Irak, inutile de vous dire pourquoi, mais d'un seul coup, c'est un moteur mondial, l'ensemble des moines se mobilisent pour aider un monastère qui est dans une situation difficile. Là encore, c'est la mise en œuvre structurée, rapide, mais qui vient de la charité en fait, pour aider des monastères. Donc le monastère, c'est une communauté de personnes avec une règle, un abbé, une gouvernance bien définie, extrêmement simple, sans intermédiaire. Donc si vous retirez des intermédiaires dans l'entreprise, on l'a fait chez Nutricet, on a retiré une partie du râteau. Donc les cadres flippaient un peu quand on a annoncé ça, enfin ils ont annoncé ça, mais ils ont un savoir-faire pour pouvoir faire autre chose. Limiter les intermédiaires. Et donc cette gouvernance, on a dans la règle une phrase qui m'a beaucoup choqué au début quand je lisais la règle, et qui revient au temps dont parlait Étienne Klein, sur lequel il a d'ailleurs écrit un livre entier, et que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, avait repris. C'est bien, hein, avoir sans cesse la mort devant les yeux. Ça, c'est le leitmotiv d'un chef d'entreprise. Avoir sans cesse la mort devant les yeux. Alors, ce n'est pas pour un truc morbide, en se disant je vais mourir, est-ce que je suis prêt à mourir? C'est de montrer l'intensité du moment présent. Steve Jobs a parlé de ça à la suite de son premier cancer, en disant qu'ayant frôlé la mort, il s'est dit, mais chaque moment est un moment important. Dans le monastère, on se dit l'intensité du moment présent. Ce qui est avant, c'est fini. Ce qui est après n'est pas encore, mais ce qui est présent, c'est important. Donc, à quoi bon jeter des yeux en arrière? À quoi bon perdre du temps à jeter des yeux en avant lorsqu'on a l'intensité du moment présent? Pour ça, il a deux mots qui reviennent très souvent dans la règle, cinémora et mox. Sans retard, aussitôt. Sans retard, aussitôt. Ça ne veut pas dire qu'on a du stress, ça veut dire qu'on a une dynamique. Sans retard, aussitôt. Et comme le monastère, la vie du moine est séquencée, on se lève à 5h du matin et on se couche à 22h30, et entre ça, on a des offices, on a 5h30 d'office par jour. Et on doit caler le travail entre ça. Si on glande entre le moment où on sort de l'office et le moment où on se met au travail, la cloche sonne pour déjà aller à l'office. Donc on ne court pas, mais on est dynamique. On ne court pas, mais on est dynamique.
Et quand je faisais les réunions de direction dans l'entreprise, je disais, il y a plusieurs conditions. On ne court pas, on est à l'heure. Le mieux, c'est que quand on n'est pas en avance, on est en retard. Et on est libre dans sa tête. C'est-à-dire qu'on doit toujours prendre un moment, et j'y reviendrai tout à l'heure, un moment pour faire silence en soi. La seule urgence qui vaille, c'est l'urgence de la charité. Alors quand j'avais dit ça aux employés, ils me disaient « ouais, c'est un truc de curé, quoi. Enfin, l'urgence de la charité ». Je leur ai dit, je vais vous donner un exemple très simple. La responsable d'atelier était venue me voir un jour en me disant on avait un travail pour Technip qui était extrêmement important. Elle me dit mais même en travaillant la nuit, on n'y arrivera pas, c'est l'urgence absolue. Donc je lui dis asseyez-vous. Maintenant je vais vous raconter une histoire. Parce que c'est une histoire, c'est pas vrai. J'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital. Votre fils vient d'être hospitalisé. Qu'est-ce que vous faites? Elle me dit je vais à l'hôpital. Alors je lui dis l'urgence absolue de Technip, qu'est-ce qu'elle devient? Donc il n'y a d'urgence que la charité. C'est-à-dire que l'urgence absolue, c'est son fils. Pas parce que c'est un petit bonhomme qui va l'hospitaliser, c'est parce que c'est son fils. C'est l'amour de sa vie. Non? Donc elle y va parce que c'est naturel, c'est la charité qui la pousse. Caritas. Donc ne mettons pas des urgences là où il n'y en a pas. Et ça nous demande de faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a pas de vil métier dans une entreprise ou dans une structure humaine. Celui qui vide les corbeilles à papier peut faire un travail beaucoup plus porteur de sens s'il le fait parce qu'il se rend compte de ce pourquoi il le fait. À tel point qu'on avait un travailleur qui est handicapé mental qui travaillait chez nous et qui justement avait comme mission d'aller chercher le courrier à la poste, ce qui là des fois était un peu étrange parce qu'on retrouvait des lettres dans la rue, parce qu'il prenait mal la sacoche, enfin, je ne sais pas comment, et de vider les corbeilles en papier. Le problème de ce garçon, c'est qu'il avait une hygiène approximative. C'est-à-dire que quand il passait dans les ateliers, même un aveugle le sentait. Donc j'ai eu des récriminations en me disant c'est pas possible, d'abord il n'en fout pas une, il pue, on n'en peut plus. Donc je l'ai fait venir dans mon bureau et je lui ai dit Alain, vous avez une semaine de vacances. C'est de donner ses cadeaux. Donc il me dit merci, bon, il s'en va. Pendant une semaine, plus de courrier, plus de corbeille à papier. Donc, rebelote, les gens viennent me voir en me disant mais le courrier, je leur ai dit il sert à rien le gars là. Donc je l'ai renvoyé. Ah ben vous n'avez pas fait ça. Personne n'est inutile dans une structure humaine. Le tout, c'est de savoir comment on fait les choses. Tout à l'heure, je vous disais que le fait de la stabilité nous permettait de regarder dans la durée. Donc aujourd'hui, on pense le monastère dans 25 ans et 50 ans. Mais comment on fait pour réfléchir ce matin, on parlait d'innovation ou de progrès. Comment fait-on au monastère pour se projeter comme ça? On se projette bien quand on a la stabilité. On se projette bien quand on a la stabilité. On sait sur quel roc on est construit. Donc on n'a pas de peur de se dire... Quand les moines au XVIIe siècle ont rasé le monastère roman à Saint-Vendry pour construire un monastère au XVIIe siècle, leur roc, c'était la vie monastique. Après, ils se sont dit, oh, c'est pas mal, le roman, c'est un peu démodé, on va faire du gothique. Enfin, là, c'était plus que du gothique, du classique. Mais leur projet, c'était la vie monastique. Comment mener au mieux la vie monastique? Quand on réfléchit fonder en Islande, c'est pas pour aller en Islande parce qu'il faut aller en Islande. Un, c'est parce qu'on nous a sollicité. Et deux, c'est parce qu'on s'est dit, il faut donner la vie. Un corps qui ne donne pas la vie, à un moment s'essouffle. Et il faut mieux mourir en donnant la vie que mourir d'ennui.
Mais on a un corps, un roc, qui est la règle, la vie monastique, telle qu'on l'a conçue, immuable, parce qu'elle a fait ses preuves, mais qui peut accepter toutes les nouveautés. On réfléchit sur construire un bâtiment. Alors on va nous dire, vous avez déjà un bâtiment énorme, comment on veut. Mais on a fait le constat que les bibliothèques municipales devenaient des médiathèques. Donc, poussaient les chercheurs à la porte. Et comme on a un fonds important, on s'est dit, mais il faudrait ouvrir cet espace aux chercheurs, sans perturber la vie monastique. Donc, on s'est dit, il faut construire. Bon, alors c'est un peu utopique, mais on a toujours ce roc. C'est-à-dire que, peu importe si ça se fait ou si ça ne se fait pas, mais rêvons et essayons de mener ce rêve jusqu'au bout. Ce qui veut dire que innover, c'est avoir de l'audace sans témérité. De l'audace sans témérité. C'est-à-dire être prudent. C'est aussi chercher à transformer sans nuire. Donc c'est ce que je demande toujours à des jeunes qui viennent me demander un conseil sur leur projet d'entreprise. Alors, maintenant, c'est voilà, énergie nouvelle, ça. On veut sauvegarder l'environnement. Je leur dis, posez la question autrement. Est-ce que votre métier, votre projet, va transformer sans nuire? L'exemple, c'est le monde des abeilles. Les abeilles, elles vont butiner, elles vont polliniser après avoir butiné. Donc, sans les abeilles, on ne peut pas polliniser les fleurs. Et après, elles vont faire du miel. Donc, elles enrichissent sans détruire. Donc, est-ce que tout projet que l'on fait va transformer sans nuire l'humanité? Et puis après, du fait qu'on sait sur quel roc on construit, on n'a aucune crainte de se laisser surprendre. L'histoire de l'Islande, c'était la dernière chose à laquelle on pouvait penser. Enfin, il faut réfléchir, hein, c'est complètement utopique. C'est une petite île, tout en haut, 300 000 habitants, Bordeaux, luthériens. Les quelques catholiques sont des Polonais. La nuit, une partie de l'année, tombe à 15h. Le soleil se lève à 9h30. En plein été, quand on se met en bikini, il fait 10 degrés. L'hiver, il fait moins 25. Il y a du vent. Enfin, c'est très beau. En ce moment, c'est très beau. Mais se laisser surprendre. Se laisser surprendre. Tout ça, c'était tout autour d'une communauté, une règle, un abbé. Je voudrais vous donner 2 autres triptyques fondamentaux dans la règle concernant le management. Le premier, c'est silence, écoute, obéissance. Les 3 vont ensemble. Silence, écoute, obéissance. Parce qu'il n'y a pas d'écoute véritable sans silence. Ce silence, il doit être dispositif et consécutif. Dispositif, c'est une préparation à l'écoute. Consécutif, c'est nous permettre de récapituler en nous-mêmes ce qui a été dit. Voyant que je n'arrivais pas à obtenir ça dans l'entreprise, on a décidé, tous ensemble, qu'on procéderait autrement pour nos réunions. Les réunions commençaient à une heure bien définie. Tous les smartphones étaient mis dans une corbeille. Comme j'avais constaté que la réunion se préparait très souvent à la maison, j'avais dit ça c'est fini. La réunion, l'ordre du jour et les documents nécessaires étaient donnés au début de la réunion. Et pendant 1 heure, tout le monde autour de la table travaillait le thème de la réunion, en silence. Donc ça veut dire que, 1, on ne travaillait pas à la maison, donc pas de tension avec les enfants et le conjoint. 2, on étudiait tous le même document ensemble, en silence. 3, la réunion était d'une qualité incroyable. On avait changé la manière de procéder. Le compte-rendu dans les 24 heures. Avec toujours une décision à la fin. C'est-à-dire qu'une réunion qui n'a pas de décision est une mauvaise réunion. Mais pour ça, il faut
une vraie qualité d'écoute. Ah, une petite expérience toute bête. On a au monastère pas mal de frères qui ont beaucoup de diplômes, et comme quoi ce sont des êtres humains aussi. Hein. J'étais dans mon bureau et un frère vient me voir et me dit « Je n'ai plus de cartouche pour mon stylo ». Étrangeté, enfin. Je dis « Mais faut aller dans le placard. » Et puis voilà, je fais un geste comme ça, puis je dis « Dégage ». Enfin, je ne le dis pas, mais mon geste le disait. Et puis la journée se passe, et à la fin de la journée, on se retrouve, et il me dit « Ce matin, vous m'avez profondément blessé ». Et je ne me souvenais absolument pas de ce qui s'était passé. Donc il me rappelle l'histoire du stylo. Ah oui, le stylo, oui, d'accord. J'ai réalisé, très tard, je reconnais, mais j'ai réalisé qu'il n'y a pas de petits problèmes. Il n'y a pas de petits problèmes. Parce que ce qui, objectivement, peut être un petit problème, subjectivement, peut être un vrai problème qui prend toute la place dans une personne. Donc si vous le rejetez du revers de la main, c'est vous rejetez la personne. Qualité d'accueil et d'écoute. On a fait, j'ai publié, parce qu'on m'avait demandé, on pourra vous communiquer, les 12 règles de vie de l'entreprise selon Saint-Benoît. Et on a fait donc que vous n'aurez pas, mais je pourrais vous communiquer quand même. On a fait une grille d'audit et on a fait des audits dans différentes entreprises sur, c'est en fait la RSE++. Et il y a un patron qui nous dit « Ouais, moi je voudrais bien être cobaye pour si vous voulez faire mon entreprise. » Super, c'était un transitaire portuaire. Donc on va chez lui. En plus, il me dit « Ouais, vous savez, moi je vais à la messe tous les jours. » Je dis « N'en rajoutez pas, enfin c'est bon. » On fait l'audit. Et puis donc je commence par lui, évidemment. Et puis il me dit « Ouais, alors moi, l'écoute, super. Mon bureau, j'ai dit, toutes les portes sont toujours ouvertes quand on est là. Et les gens peuvent franchir mon bureau quand ils veulent. » Ok, je note. Puis mon confrère note aussi. On fait le tour de l'usine, puisque de toute manière, si on le fait, on a tous les droits. Puis au bout de 2 jours, on revient, et puis on refait le bilan avec lui, et puis on lui dit, vous savez, entre la moquette rouge du couloir et la moquette bleue de votre bureau, même quand la porte est ouverte, c'est compliqué pour franchir. Il me dit, non, si, c'est compliqué. Les gens réfléchissent à 2 fois avant de venir. Parce que si vous leur envoyez un scud, ils ne le font pas 2 fois. Donc il n'avait pas réalisé qu'il n'avait pas cette capacité d'écoute alors qu'il se la pensait forte. Silence, écoute, obéissance. Donc le silence, je faisais une fois par an avec les cadres, on faisait un trek à droite, à gauche. Une fois, on était allé dans le désert. Et donc, on couche dans le désert. Et puis, il y a un mastodon qui est 1m90, 100 kg. Donc, je ne fais pas le poids, quoi. Enfin, il est là et il dort à côté de moi. Et puis, d'un seul coup, il me réveille. Père Le Gall, j'entends mon cœur. Alors, je dis, oh, c'est bon signe. Que vous êtes en vie. Et je dis, après, vous vous rendez compte, vous n'avez jamais entendu votre cœur battre? C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu une capacité de silence, en dehors d'un problème cardiaque, enfin, jamais eu la capacité d'entendre votre corps vivre. L'importance du silence. C'est curieux de voir au monastère, quand les hôtes viennent, certains ont le besoin d'allumer la lumière quand il fait jour et de mettre de la musique. Parce que le silence du monastère les font remettre vis-à-vis d'eux-mêmes et quelque chose ne va pas. Est-ce qu'on est en capacité d'être en silence? Si on n'est pas en capacité d'être en silence, on ne peut pas écouter. Et écouter et obéissance, ça va dans le même sens. C'est la même étymologie latine. Écouter et obéir. Souvenez-vous, pour les plus anciens, les grands vieillards comme moi, quand on était petit, moi je me souviens, maman me demandait d'aller faire les courses. J'avais un filet, une espèce de filet qui gonflait quand on mettait les choses dedans. Là. Et comme j'aimais maman, elle me demande d'aller faire les courses. Je dis oui, d'accord. Je partais, je oubliais la liste. Donc je ramenais des choses un peu inventives. Voilà. Mais
un geste automatique. Écoute, silence, écoute, obéissance. C'est parce que une qualité d'écoute qui faisait que cordialement j'obéissais. Comment se passent des réunions dans lesquelles on vous demande, c'est une réunion dite consultative, et vous avez tout le sentiment que tout est décidé déjà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoute et qu'on vous demande d'obéir à quelque chose alors qu'on ne vous a pas écouté tout en vous disant qu'on vous a écouté. Comment se passe une décision dans le monastère? Au début, ça m'avait un peu énervé et choqué. C'est extrêmement hiératique. On a une salle capitulaire du XVIIe siècle avec le père abbé sur une estrade. Et puis les moines de chaque côté des murs en ordre selon l'ancienneté. L'abbé expose un sujet. Et après, avant, on donnait un bâton avec une main pour passer la parole. Maintenant, on donne un micro parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que chacun reçoit la parole. Chacun reçoit la parole, donc peut parler. Même s'il n'a rien à dire, il passe le micro, mais il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas reçu. Et à tour de rôle, on dit ce que l'on a à dire. Et après, la conversation se fait avec un président, c'est l'abbé, qui donne la parole à celui qui demande. Après, on a tant de recul, et après, on va avoir un vote, s'il y a besoin d'un vote. Mais c'est très rare qu'il y ait un vote unanime. Ce n'est pas le politburo, le monastère. Donc, des fois, il y a 4-5 boules noires, et en fait, ça reflète assez bien. Même si on a mis une boule blanche, on se dit « ouais, ce truc-là, c'est pas mal, mais il y a comme quelque chose qui me gêne. » Bon. Donc, je ne vais pas bloquer le projet, mais bon. Donc, on est assez content qu'il y ait 5 boules noires. Bon. Mais même si on n'avait pas voté blanc, parce qu'on a été écouté, parce que les jeux n'étaient pas faits avant, à ce moment-là, on a la capacité de faire réussir un projet, même si ce n'était pas le nôtre. Ça, c'est parce qu'il y a cette dynamique, silence, écoute, obéissance. Et pourtant, au monastère, il nous arrive des fois de ne pas respecter ça. Et donc on voit bien, à ce moment-là, ça ne va pas, enfin, c'est compliqué. Tout ça ne peut se faire que dans l'humilité et la douceur. Mais c'est des thèmes que vous connaissez assez bien. En tous les cas, un gouvernement sans douceur, c'est un gouvernement de faible. La vraie force, c'est dans la douceur. Je vous ai promis un autre triptyque, qui est peut-être encore plus important que le premier, silence, écoute, obéissance, c'est don, pardon et communion. Alors, je garde les termes de la règle. Le don, c'est en fait la dynamique de la vie. Ce n'est pas un truc de chrétien uniquement, c'est profondément humain. Le don, si on fait une dissection du don, le don, il est toujours reçu, il est toujours accueilli, il est toujours transmis. Ce qui veut dire qu'on est toujours dépendant de quelqu'un, qu'on a toujours une phase d'autonomie et qu'on a toujours la capacité d'être en co-responsabilité. Mais on peut casser cette dynamique. On peut refuser de recevoir, on peut refuser de transmettre. J'ai fait une médiation dans une entreprise où le président devait changer. Il avait 2 directeurs généraux et l'un des 2 devait devenir président. Et ils s'entendaient très bien jusqu'au jour où ils ont su que c'était l'un des 2 qui serait président. Donc à ce moment-là, d'un seul coup, ils sont devenus is no good, voulant être calife à la place du calife. Et ça commençait à plus bien aller. Donc le président m'a demandé de faire une médiation. Mais on s'est aperçu qu'ils avaient cassé cette dynamique de la vie. Parce qu'en fait, dès qu'ils avaient une bonne info, ils ne la transmettaient pas. Ils la gardaient pour eux. Parce qu'ils se dit, plus j'en aurai, plus je risque de devenir président. Donc la médiation a duré un certain nombre de mois. Finalement, on a trouvé un bon compromis qui était il y en a un qui deviendrait président pendant 2 ans et l'autre les 2 années suivantes, chacun gardant le salaire équivalent. Donc c'était un bon compromis. Mais tout ça pour dire que dès que cette chaîne, cette dynamique de la vie est cassée,
le modèle de communauté ne peut plus fonctionner. Donc une communauté qui veut fonctionner sur la division est une communauté qui est appelée à mourir. La phase d'autonomie dont je parlais, c'est le vrai lieu de la liberté. Dépendance, autonomie, interdépendance. Nul ne peut se donner s'il ne s'est reçu. Nul ne peut se donner s'il ne s'est reçu. Et quand la dynamique de la vie... J'avais expliqué ça un jour, un jour où j'avais dû fumer quelque chose, je ne sais pas. J'avais expliqué ça à la gare Saint-Lazare, en venant à Paris, où je me suis fait un peu attraper par des jeunes qui étaient là avec des casquettes à l'envers. Moi, j'avais mon capuchon, et qui m'ont posé tout un tas de questions que je vous passe dans la catégorie des questions les plus tordues. Et puis, je ne sais plus comment on est venu en parler, de la dynamique de la vie. Et je leur dis, mais je vais vous expliquer. Quand tu écoutes de la musique, avec ton Walkman, tu écoutes quelque chose que quelqu'un a composé pour toi. Et comme tu dis, oh, c'est trop beau, tu le transmets. Tu dis, oh, écoute, c'est trop beau. Ça, c'est la dynamique de la vie. Donc, ne casse pas cette dynamique de la vie. Si c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le reste. Et quand c'est cassé, comment on fait? C'est le pardon. C'est le pardon, qui est dans le langage de nos structures d'entreprise, le droit à l'erreur. Mais c'est bien plus que le droit à l'erreur. C'est l'au-delà de don. Donc en fait, c'est génial le pardon. Parce que c'est reconnaître, nommer ce qui a été cassé pour en faire une source d'amélioration incroyable. On numérisait les documents de la propulsion d'Ariane. Donc on recevait les documents des différents fabricants pour le moteur Vulcain et on les associait sous une base de données et on faisait une recherche documentaire sur ça pour les ingénieurs. Et donc on a eu les différentes Ariane 5, mais aussi Ariane 6, la première. Et lors du tir à Kourou, c'était la seule fois où le tir était en pleine journée pour nous. Donc on avait demandé à SNECMA de nous mettre sur le canal de Kourou et on avait projeté pour les salariés le décollage d'Ariane 6. Alors c'était vachement bien parce que comme elle a pété en plein vol, c'était plus court, donc moins de temps de travail perdu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'ils ont fait exploser Ariane, ils ont recherché les sources d'erreurs. Mais si personne ne pouvait dire où étaient les sources d'erreurs, par peur de se faire licencier ou de se faire flinguer, comment ils auraient pu améliorer? Et donc ils ont même amélioré du même coup Ariane 5. D'ailleurs, c'était Ariane 4 et Ariane 5. Ariane 6 arrive. Donc, on a au monastère, alors on ne le fait pas dans l'entreprise, hein, mais on a au monastère un truc qui est vraiment génial. À nouveau, je trouvais ça très ringard quand je suis rentré, qui s'appelle le chapitre des coulpes. En bas, ça coulpe. Ça, c'est intéressant. Tous les jours, le soir, avant le dernier office, on demande pardon à la communauté pour les blessures publiques. Je prends la voiture, je vais à la gare d'Yvetot chercher un frère. Comme maintenant, ils ont mis des billes en béton quand on recule, si on n'a pas de radar de recul, on se prend la bille. Deux solutions quand on rentre au monastère. On rentre la voiture en marche arrière au garage, ni vu ni connu, ou on la rentre normalement et le soir on dit « je suis désolé, j'ai fait un bing à la voiture ». Mais ça peut être aussi celui qui est colérique et qui pète les plombs en communauté. Le soir, il se lève et il se dit « je suis vraiment désolé pour ma colère de tout à l'heure ». Ça veut dire que rien de ce que l'on fait n'est pas nommé. On nomme les choses. Blessure publique, réparation publique. Donc, il ne s'agit pas de se rouler par terre et de dire « je suis nul ». Il s'agit simplement de travailler à la communion.
Parce que c'est l'un des meilleurs leviers d'amélioration. Et en famille, vous faites bien ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une blessure qui n'est pas dite, elle engendre une chaîne qui peut devenir dramatique. Alors que si c'est l'inverse, c'est un chemin extraordinaire. Tout ça, c'est pour la communion. Don, pardon, communion. Il ne peut pas y avoir de communion, d'unité de corps, s'il n'y a pas cette dynamique du don et du pardon. Je voudrais terminer par une phrase de Saint Benoît, enfin de Saint Grégoire, qui est le biographe de Saint Benoît, et qui dit de Saint Benoît « Habitavit secum ». Il habitait avec lui-même. Il habitait avec lui-même. Dans ceux qui ont été au catéchisme, ils ont appris les péchés capitaux. Mais dans les monastères, il y en a un de plus, parce que c'est pour ça qu'on nous enferme, qui s'appelle l'ascédie. L'ascédie, c'est du grec akédia, l'atonie de l'âme. L'atonie de l'âme. En langage de banlieue, c'est bof. C'est-à-dire, je perds le goût des choses, je perds le goût de la vie jusqu'à la mort. C'était le drame des moines au IVe siècle, dans le désert d'Égypte, qui seuls perdaient le sens et le goût de Dieu et cherchaient tout ce qui pouvait les distraire. Donc quand vous voyez un cadre qui s'agite, qui travaille trop, chez nous, quand je voyais quelqu'un encore au bureau à 19h, je lui dis « dégage ». Parce que il a sa famille. Et que s'il avait fait le temps présent, vécu le moment présent, il n'aurait pas à être encore au bureau à 19h. Sauf si je lui donne trop de travail. Mais à ce moment-là, on en parle. L'ascédie, la perte du sens, la désintégration de la personne. Donc au désert d'Égypte, il faisait attention parce que l'un des drames de l'ascédie, c'est le suicide. Donc aujourd'hui, quand vous regardez bien des causes du suicide, c'est très souvent lié à de l'ascédie. Habiter avec soi-même. Comment habiter avec soi-même dans une entreprise, dans une structure qui n'est pas une structure religieuse? C'est être vigilant sur la beauté. La beauté, ce n'est pas forcément le luxe. La beauté d'un jardin, la beauté d'un cloître, ce n'est pas forcément le luxe. C'est quelque chose qui est en résonance avec la personne. J'avais fait un audit dans une entreprise de Normandie qui s'appelle Chapelle d'Arblay, qui fait de la pâte à papier. Ça avait été repris par un groupe finlandais et le patron, que je connaissais, était venu me voir et me dit « Didier, dis-moi ce que tu penses de mon usine ». Je dis, Franco, oui, pas de problème. Donc je fais le tour de l'usine, je regarde les choses, je lui dis un certain nombre de choses, puis après je lui dis « Ton usine, c'est une poubelle ». Il me dit, je lui dis, oui, en fait, il y a du papier, il y en a partout, c'est dégueulasse, il y en a dans les jardins, sur les fleurs. Il récupère le papier recyclé, puis il le retransforme. Puis je lui dis, moi, je suis passé dans les ateliers, comme ça, incognito, sous des portraits, je te dis pas. Enfin, c'était pas des tableaux de maître, hein. C'était plutôt des garages de voitures, arrière-garage de voitures. Je dis, c'est pas possible, tu peux pas mettre ça dans ton entreprise, c'est pas à la hauteur des personnes qui travaillent chez toi. Donc il a corrigé ça. Il a trop bien corrigé parce qu'il a fait aussi ce que j'ai appelé après le petit Versailles, ce qu'il avait fait pour la direction, un petit bâtiment qui était sympathique. La beauté dans la simplicité, mais la beauté en respect de Quand je vais dans une entreprise, la première chose que je fais, pas pour des raisons de santé, pas encore, je demande d'aller au water. C'est très significatif de la conscience que la direction a des personnes qui travaillent chez elle. Donc, et l'esthétique conduit à l'éthique. La beauté conduit à s'interroger et à aller plus haut, plus grand, plus loin. Donc, je vous invite à habiter avec vous-même pour entraîner vos troupes à habiter avec eux-mêmes. Voilà, très rapidement, il y a d'autres triptyques qu'on pourrait mettre, d'autres binômes qu'on pourrait mettre dans la règle. Une communauté, une règle, un abbé. Je vous invite vraiment, si ça n'existe pas, à faire
des points d'action dans votre entreprise ou dans votre structure, des points d'action qui sont le cœur même de ce que vous voulez transmettre dans cette structure. Le slogan, c'est-à-dire quelle est la finalité, qui est sur le bureau de papier en tête presque. Une communauté, une règle, donc ça c'est votre règle. Le dirigeant, qui doit être l'exemplarité. Cultiver le silence pour une meilleure écoute, pour que l'obéissance se fasse plus naturellement, plus cordialement. Aimer donner. Transmettre dans une dynamique de vie, pardonner quand c'est nécessaire, demander pardon si c'est nécessaire aussi. J'ai souvenir d'avoir demandé pardon à mes équipes, parce que je m'étais trompé dans le deviseur m'avait demandé de voir un marché et j'avais mal calculé quelque chose, ce qui fait que, grosso modo, une partie du résultat de l'entreprise, chance, il y avait un résultat, a été amputée. Ce qui veut dire que l'abondement était amputé, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de conséquences. Donc j'ai été devant mes équipes et je leur ai dit, ben voilà, j'ai vraiment fait une connerie. Vous comprendrez pourquoi je suis mieux payé que vous. C'est que quand je fais une connerie, les impacts sont beaucoup plus lourds que quand vous en faites une. Bon, je n'étais pas payé 1000 fois plus qu'eux. Hein. Mais le fait de demander pardon, le lendemain sur le tableau, c'était marqué on remonte les manches pour le père Le Gall. J'ai trouvé ça vraiment super. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il m'avait pardonné, il comprenait que j'avais fait une erreur, il comprenait qu'il y avait des conséquences, il m'avait pardonné, et donc tout le monde s'est mis à bosser encore mieux. Pardon, pour la communion. Et puis, habiter avec vous-même. Et le dernier mot, c'est le baromètre d'une structure qui fonctionne bien, c'est la joie des personnes. Pour le moine, ce sera la louange, mais est-ce que les personnes sont heureuses dans ce qu'elles font? Et ça, vous le sentez quand vous rentrez dans une entreprise. Alors, on ne peut pas dire que c'est le bonheur parfait tout le temps, mais est-ce qu'elles sont heureuses de faire ce qu'elles font? Voilà un certain nombre de fondamentaux qu'il y a dans la règle, que je voulais vous transmettre tout simplement, d'une manière moins érudite que ce matin, mais qui vient compléter en fait ce matin. Et maintenant, je suis à vos questions. Merci Père Lemoine pour ces clés de la cohésion en fait, au sein de l'entreprise, tout simplement. Est-ce que... J'ai dit quoi? Père Le Gall, pardon. Je suis désolée. Ben oui, je suis désolée. Je suis pardonnée? Est-ce que vous avez des questions? Qui commence? Donc, moi, j'en ai une, c'est laquelle de toutes ces règles permet pour finalement une entreprise aller vers plus d'agilité? Qu'est-ce qui permet, puisqu'on est quand même, on l'a vu ce matin, dans une société difficile, où les caps sont chamboulés, qu'est-ce qui permet d'avoir plus d'agilité tout en gardant le groupe? Alors c'est l'erreur. C'est l'erreur comme source d'amélioration. C'est-à-dire que je pense que dès qu'on a la capacité de détecter les dysfonctionnements, l'erreur qui peut être des fois ancestrale. On a toujours fait comme ça. Je vous donne juste un exemple. Chez nous, on avait une prime à la détection d'erreurs. Hein. Donc, lorsqu'on a numérisé les états civils des départements français, dont celui de cette région ici, donc c'est des gros bouquins, des gros volumes, donc on peut le faire, comme c'est un peu fragile, on peut le faire que manuellement. Donc, on les met sur un gros scanner, puis il y a un bras de scanner qui passe, puis on tourne la page, puis il revient, puis on retourne la page. Bon. Et pendant des années, on a tourné les pages et on a fait des scanners. Bon. Et un jour, il y en a un qui a dit, mais si on faisait avec l'autre main? Et on s'est aperçu qu'en fait, l'aspect de répétitivité pouvait faire des ombres portées sur les pages.
Donc quand vous faites une emportée, il faut annuler le scan, puis recommencer. Et en changeant de main, c'est tout bête, hein, on a amélioré la production de 10%. Sachant qu'on numérisait environ 1 million de pages par mois à 0,18 centimes la page. Donc vous voyez le 10%. Donc après, c'est en fait quand on faisait une amélioration, 50% étaient distribués aux salariés et 50% revenaient à l'entreprise. C'est la prime détection d'erreurs, donc d'amélioration. Donc pour moi, l'un des moteurs, c'est de pouvoir, si on fait une erreur, de pouvoir le dire avec sérénité et détecter si des choses qui ont toujours fonctionné ne peuvent pas être améliorées. Et en plus, ça, c'est une vraie dynamique. Et ça fait une vraie cohésion. Ce qui fait que derrière, les relations changent complètement. C'est-à-dire que même quand il y a une faute, c'est-à-dire une erreur répétée, on est capable de pouvoir dialoguer. Donc pour moi, ça, c'est un moteur extraordinaire. Est-ce que vous avez une question ? Quels seraient vos conseils pour construire en fait les principes ou plutôt les erreurs à ne pas faire pour construire les principes, enfin, pour rebondir sur ce qui était dit ce matin, une communauté a du mal à vivre s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de principes. Quelles sont les erreurs à pas faire, en complément de ce que vous avez dit précédemment? Alors justement, une communauté qui n'a pas de règles, pas de principes, c'est une communauté qui meurt. Donc je pense qu'en fait, pour rebondir sur ce matin, je pense que ce qui manque dans nos sociétés aujourd'hui, c'est sur quelle philosophie on construit. C'est-à-dire que la règle de départ, c'est un système philosophie dans le sens noble du terme, c'est l'art de la sagesse, la science de la sagesse, philosophia, l'amour de la sagesse. Donc sur quelle sagesse on construit? Donc ça faut. Moi, je demande d'une manière des fois un peu brutale lorsqu'on construit la gouvernance familiale. Je leur dis votre finalité, c'est le pognon. J'ai pas d'état d'âme. S'ils me disent on veut gagner un maximum d'argent, la gouvernance, elle doit être fonction de ça. Mais je leur dis à ce moment-là, c'est quoi votre philosophie? Parce que sinon, votre argument de dire c'est le pognon, ma philosophie, j'en ai pas. Moi, je veux simplement vivre, gagner un maximum. Si c'est ça, c'est sa philosophie, effectivement, la mise en place de ça, on en connaît un peu les règles du jeu. Donc, quelle est notre philosophie? Je pense qu'aujourd'hui, les gouvernants ne définissent pas sur quelle sagesse de vie ils veulent construire. C'est le problème majeur pour moi. Hein. Donc, à midi, on parlait avec Étienne Klein en disant que le président de la République, aujourd'hui, il avait un maître à penser, qui était Paul Ricoeur. Bon, c'est mieux que rien, mais voilà, on est sur du relativisme assez fort. Hein. Donc, je pense que tout projet nécessite une réflexion profonde à la base. Sur quelle philosophie? Donc ce matin, Étienne Klein a parlé du blabla d'Aristote, mais en fait, le blabla d'Aristote est déjà vachement puissant. Hein. Donc, si vous construisez sur Aristote ou sur Kant, vous n'aurez pas exactement le même profil de société, de structure, d'argument de vie. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on vit en Occident, grosso modo, sur une culture, une civilisation judéo-gréco-latine, chrétienne, mais on n'en connaît plus les fondamentaux, les règles, le substrat. On vit par héritage sans en connaître le substrat. Donc en fait, tout ça, ça se délite dans ce qui apparaît de plus en plus comme le relativisme. Tout est relatif. Alors qu'en fait, même dans la nature, rien n'est relatif. Donc la première chose à faire quand on veut construire un projet, c'est s'interroger sur quelle est ma philosophie de vie. Alors, je veux bien que ce ne soit pas simple, mais même quand on crée une société, si on ne pose pas cette question-là au départ,
tout le reste va avoir des conséquences. On a fait une longue réunion. Moi, j'avais accompagné assez longuement, peut-être que vous connaissez Michel et Augustin. Eh bien, il y avait une vraie philosophie. En fait, eux, ils m'ont dit, oh, quelle question, et ils ont répondu assez rapidement, voilà, c'est l'évangile. Je leur ai dit, bon, ok, allons-y. Ça veut dire que vous ne pouvez pas construire quelque chose qui va aller contre l'évangile. Ou si vous le faites, au moins vous le nommez. Vous dites, là, sur ce point-là, je suis en contradiction. Donc moi, ça me va bien, hein, quand on n'est pas dupe, on nomme les choses. Donc ça, c'est très important. Alter Eco est né à l'abbaye Saint-Vendry, commerce équitable. Eh bien, c'était vraiment l'objectif, c'était de se dire, on construit quelque chose pour le service des pays les plus pauvres, et on ne rentre pas dans des sujets tordus. Donc il faut bien mettre une philosophie à la base. Bon, après, c'est parti un peu en autre boudin, mais... Donc pour moi, c'est l'essentiel. C'est un travail un peu long, mais c'est l'essentiel. Une autre question ? Tout votre propos tourne autour des valeurs. Est-ce que vous avez eu confrontation de la règle avec la culture d'entreprise, ou est-ce que vous retrouvez généralement dans la culture d'entreprise les fondements de votre règle? Les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui font comme M. Jourdain, qui le font sans le savoir, mais il y en a quand même beaucoup qui le font. Alors, le problème, c'est de différencier les grands groupes. Hein. Pendant 3 ans, j'ai accompagné Lafarge à la direction générale de Lafarge. C'est-à-dire que j'allais une fois de temps en temps à Paris, et ils ont 18 points d'action. Et on relisait les 18 points d'action. Et un jour, moi j'étais le poil à gratter en fait. Hein. Je suis donc naïf de service, tout ça. Et je leur dis, l'usine en Chine, là, les 18 points d'action, c'est que ça se vit comment? Ça se vit pas. Donc je leur dis, mais ce serait intéressant, voici une enquête. À quel niveau les points d'action de Lafarge sont connus et inconnus? Et en fait, ils ont été très étonnés. C'est-à-dire qu'on descend N-2, les 18 points d'action... sont plus très connus. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent faire une révision, comme c'est un grand groupe, moi je leur dis, mais faites comme ça, Benoît, des décanies, c'est-à-dire au moins des usines, que ces 18 points d'action soient connus par le patron d'une usine, pour que ces chefs de service, à un moment, les connaissent, et que ceux qui concernent les chefs de service puissent être mis en œuvre, hein. Mais que les salariés eux-mêmes les connaissent, par le chef de service. Donc certains le font sans le savoir. Dans les grands groupes, c'est plus compliqué. Dans les petites entreprises, très souvent, ce corpus de valeurs, il est judéo-chrétien. Donc, il est là. La seule chose, je pense qu'il est bien de le rappeler, de l'énoncer, de l'écrire. Même si ce n'est pas affiché. Hein. Mais on se réaffirme un certain nombre de choses, parce que certaines sont quand même... c'est énoncé comme ça, c'est sympathique, mais il faut le vivre tous les jours. Et c'est tous les jours un peu difficile. Prendre le temps, le silence, l'écoute, l'obéissance, c'est pas aisé. D'ailleurs, si c'était aisé, ça le saurait. Bon. Alors je pense que beaucoup, vous-même, je pense que vous vous retrouvez dans ces valeurs-là. La seule chose, c'est que comment les mettre en œuvre concrètement et comment les faire passer à tous les plans de la société. Comment, après, dans la gouvernance, les faire passer sur une structure allégée. C'est-à-dire qu'en fait, le patron, il ne devrait pas être dans une petite entreprise. Très souvent, le patron, c'est lui qui imprime tout. Alors que ça devrait être presque des fois l'inverse. C'est-à-dire il devrait être celui qui supervise, qui regarde, qui écoute, qui bat la mesure, qui met en œuvre un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas lui qui doit décider de tout. Sinon, il fait des gens non responsables. Donc écrire, je pense qu'écrire, vous prenez un week-end et vous prenez quelqu'un de vous. Toutes les startups, je leur demande d'avoir un comité stratégique indépendant informel. C'est-à-dire qu'ils ont leur conseil d'administration, ils ont tout ça. C'est-à-dire qu'ils choisissent des personnes bienveillantes, avec des compétences croisées, qui se réunissent pour lui dire non, là, tu ne fais pas bien, ou sur ça, comment je pourrais faire.
informel. Et donc, on peut faire un week-end qui permet de dire, ben voilà, les valeurs que je veux mettre en œuvre, et voilà, dans telles circonstances, comment je peux faire pour la mettre en œuvre, celle-là, parce que j'y arrive pas. J'ai dû faire des licenciements, au moment où on a racheté une société pour la fusionner avec la nôtre. C'est jamais amusant de faire un licenciement. Bon. Donc là, le conseil informel m'a beaucoup aidé, d'abord pour m'écouter, c'est-à-dire qu'il faut y aller au fond. Hein. On décide que c'est un tel, et puis quand un tel est devant, et puis qu'il se met en larmes, bon. Donc, comment on fait? Comment on prépare? Comment on met en œuvre ces valeurs? Et donc, dans ces licenciements, c'est vraiment ça qui m'a permis de le faire. C'est-à-dire que j'ai expliqué pourquoi je le faisais, comment je le faisais, et je me suis préparé aussi pour ne pas flancher. Bon, peut-être je vais réfléchir, parce que c'est fou ça. Et puis, quel plan je mets en œuvre? Parce qu'il faut que je sois cohérent jusqu'au bout. C'est-à-dire, maintenant, comment on fait pour que vous rebondissiez? Bon, qu'est-ce que ça coûte financièrement, etc. Enfin, mais ce corpus de valeurs, on est intraitable avec. C'est-à-dire, dans toutes les situations, on se le rappelle parce qu'on l'a écrit, on voit les écarts. Je dis toujours, souvenons-nous de l'essentiel, faisons notre possible. Identifions les écarts, nommons les écarts. Donc, dans le cadre d'intégration de nouveaux membres au sein de votre communauté, est-ce que vous avez un cursus d'intégration pour réussir cette étape-là? Et puis, est-ce que vous faites une différence en fonction des générations qui vous rejoignent? Alors, le maître mot, on est un laboratoire dans un monastère. Saint-Benoît demande une seule chose, c'est pour les jeunes qui rentrent au monastère, est-ce qu'ils cherchent vraiment Dieu? C'est notre recherche et développement, chez nous c'est ça. Hein. Est-ce qu'ils recherchent vraiment Dieu? Tout le reste est secondaire. Donc son âge, non, il y a une limite d'âge. Parce que c'est difficile de recevoir quelqu'un de 85 ans. S'il vient pour mourir tranquille au monastère, bon. On a des demandes. Hein. Bon. On n'est pas une maison de retraite, mais on est un centre de retraite aussi. Enfin, bon, donc, en fait, le jeune qui se présente, c'est vraiment l'argument. Sur un monastère comme chez nous, pour 10 jeunes qui se présentent, un seul s'engagera. Ce n'est pas une sélection qu'on fait à l'entrée, c'est une auto-sélection. Enfin, je vais peut-être vous effrayer, mais les motifs pour lesquels les jeunes quittent, c'est soit physiquement parce qu'ils ne tiennent pas, donc on ne va pas les obliger, hein. Enfin, il faut respecter la nature, il y a d'autres voies possibles. Psychologiquement, affectivement, le vœu de célibat, Jacques, si c'est pour vous rendre fou, il faut mieux sortir. Hein. Les addictions. Aujourd'hui, on voit une nouvelle addiction, mais ce n'est pas propre au monastère. Mais des jeunes super, mais vraiment des types bien. Addiction à la pornographie. Et qui ressortent malheureux comme tout. Ils disent, mais en fait, on est accro. Et on est conscient que c'est pas possible, on ne peut pas mener la vie monastique, mais c'est pas possible, on ne peut pas être fidèle dans le mariage. On est accro. Donc pour moi, ça c'est une nouveauté. Hein. Bon. Donc c'est les seuls critères de sélection. Après, c'est qu'ils soient petits, grands, français, étrangers. Chez nous, on a 5 nationalités différentes. Couleur de peau, enfin, c'est pas un sujet. Est-ce qu'il cherche vraiment Dieu? S'il ne cherche pas vraiment Dieu, il explose en plein vol. Donc il a 5 années, et en 5 années, je vous assure que ça... Et quand c'est par défaut, je viens au monastère parce que j'ai loupé mon bac, mais là c'est encore pire. Parce que s'il n'a pas la recherche de Dieu en tête, et la vie est quand même une vie très réglée. Donc s'il ne donne pas... La recherche, c'est aussi remettre de la nouveauté. On est 5h30 par jour au chœur à chanter. Les mêmes psaumes. Ça fait
bientôt 40 ans que je suis au monastère. Mais c'est un truc à devenir fou. Enfin, le monastère, c'est une utopie réalisée. Mais si la parole de Dieu, pour les chrétiens, si la parole de Dieu est toujours nouvelle, alors c'est génial. Parce que vous trouvez la nouveauté tous les jours dans des versets de psaumes. Tous les jours, moi, je prends un verset de l'Écriture, et ce verset, je le garde, et à midi ou à 15h, ou ce soir dans l'avion, là, je prendrai le verset et je vais dire, au prisme de ma journée, qu'est-ce que ça donne, ce verset? Donc en fait, tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, j'interroge ma journée, j'interroge mes faits et gestes en fonction d'une parole nouvelle. Bon. Puis après, les études, etc. Voilà, donc c'est les seuls critères. Est-ce qu'ils cherchent vraiment Dieu? On conclut sur cette dernière question ou... Si? J'ai une petite question. Comment vous gérez, entre guillemets, la carrière d'un moine chez vous? Parce que finalement, il n'y a qu'un chef. Il est chef, sauf s'il se fait démissionner, mais il est chef pour tout le temps. Donc vous n'avez pas la chance d'être chef. C'était un peu votre ambition. Comment vous gérez ces conflits-là en interne? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on rentre au monastère pour chercher Dieu, pour être moine. C'est-à-dire que je voudrais faire carrière, je ne serais pas rentré au monastère. Moi, je pouvais tracer ma route autrement. Puis il y a plein de frères qui sont pareils. Notre problème aujourd'hui, c'est que la plupart du recrutement à Saint-André, c'est Paris-Ouest et Ouest de Paris, avec des études supérieures pour la plupart. Bon. Donc on a socialement un problème de mixte, mais on ne rentre pas pour faire carrière au monastère. Si on rentre pour faire carrière, à nouveau on ressort. Donc être abbé, c'est... on ne fait pas campagne pour être élu abbé. Hein. Quelqu'un qui fait campagne, il est inéligible. Donc on choisit celui qui parmi nous semble le plus à même d'être le leader. Mais donc on ne rentre pas pour faire carrière. Alors après, je suis d'accord avec vous, hein, on est des êtres humains. Donc on peut se dire, oh, il fait ça comme un tordu. Si j'étais à sa place, je pourrais faire. Mais c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire que on est là justement pour entrer dans une autre vue, dans un autre chemin. Donc absolument aucun plan de carrière. Et après, tout est surprenant. Enfin, moi, quand je suis rentré au monastère, j'imaginais absolument pas ce qui m'attendait. Bon. Moi, j'étais rentré au monastère en me disant, hop, je suis au monastère, point barre. Et puis finalement, on m'a envoyé à droite, à gauche, faire plein de choses. J'avais pas fait d'études d'économie. On m'a mis célérier. Donc j'étais formé par KPMG pour toute la partie économique, FIDAL pour toute la partie juridique. J'ai fait un stage à l'INSEAD pour apprendre un peu de... Donc c'est complètement fou, j'aurais jamais imaginé ça. Bon. Donc l'objectif, c'est d'être totalement disponible. Je rentre et avec une feuille blanche, vous écrivez ce que vous voulez dessus. Et je le ferai réussir. Ça, c'est amusant. Et maintenant, vous allez faire un marché sur la route de Saint-Jacques. On va aller sur la route de Saint-Jacques, oui. Alors, être disponible, être bien dans son rôle aussi. Voilà. Et penser avec ses pieds. Oui. En fait, ce qui est génial, c'est que les moines ont toujours été des grands voyageurs. Donc, à l'époque du Moyen-Âge, les monastères se réunissaient à Cluny, pour les monastères bénédictins, se réunissaient à Cluny de toute l'Europe. Ils repartaient à pied ou à dos d'âne, mais entre le moment où ils avaient décidé quelque chose et le moment où ils allaient le mettre en application, ils marchaient et ils pensaient avec leurs pieds. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à penser avec vos pieds cet après-midi. Merci beaucoup, Père Le Gall, et on vous applaudit. Merci.